Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau mag. Comme vous le savez, maintenant tous les vendredis, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, sociale et économique de l'ONIS et plus généralement de la Charente-Maritime. Là, on va prendre l'air avec mes deux compères Antoine Collin, bonjour. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, quand je dis on va prendre l'air, c'est qu'on va s'aérer les poumons et on va aller du côté de l'océan. J'ai le plaisir d'accueillir Régis Gallet, conservateur de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon, excusez du peu, et qui fait partie de l'Office français de la biodiversité. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est l'OFB. Régis Gallet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis de parler de la baie de l'Aiguillon. Donc je le disais, vous faites partie de l'Office français de la biodiversité, anciennement appelé l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et l'OFB a vu le jour en 2020. L'Office français de la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est une entité, il fallait changer le nom faire disparaître le mot chasse et faune sauvage, être plus généraliste ? Oh non, je pense pas que ça soit la raison première. La raison première. Donc l'OFB, c'est un établissement public de l'État, avec une double tutelle à la fois du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Depuis déjà pas mal d'années, l'État a mis en œuvre un certain nombre de chantiers qui visaient aussi à rassembler du coup des établissements publics en charge des différentes missions liées à l'environnement, donc à sa protection, à sa connaissance, etc. Et donc la dernière née, c'est l'Office français de la biodiversité, qui est un rassemblement donc de l'ONCFS, comme vous le disiez. De l'Agence française de la biodiversité, qui aussi œuvrait avant en parallèle plus sur des thématiques liées au milieu aquatique, et puis entre autres des parcs marins aussi, donc, pour lesquels la région est aussi concernée avec le plus grand parc marin de France qui couvre nos côtes. Donc vous n'avez pas supprimé, vous avez tout regroupé en fait. L'objectif en effet était de rassembler dans un seul établissement public des établissements qui avaient des compétences proches, et donc de créer une synergie avec l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cet établissement public au 1er janvier 2020. D'accord. Sur votre polo, sur votre épaule, on voit marqué OFB, on a compris maintenant ce que c'était, mais on voit aussi sur votre torse police de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette particularité ? Oui. Alors du coup, l'Office français de la biodiversité a diverses missions, donc qui résultent, j'ai envie de dire, de l'amalgame des missions des différents établissements qui préexistait avant sa création. Et du coup, on a dans l'effectif des agents présents dans l'établissement une part importante qui sont en charge de police de l'environnement. Donc avec un service départemental dans chaque département, comme le nom l'indique, et qui vise à aller sur la surveillance de l'environnement en général, donc qui peut être la surveillance des pratiques de la chasse, la surveillance aussi des usages de l'eau, sur les déchets, sur la pêche, sur les questions de pêche, d'enseigne, pré-enseigne, tous les affichages hors des zones urbanisées, etc. Donc voilà, il y a un certain panel de compétences en termes de police que les agents ont dans chaque département. Vous pouvez verbaliser par exemple ? Comment ça se passe ? Vous intervenez seul ? Vous intervenez avec les affaires maritimes, des gendarmes, des policiers Tout à fait. Bon, je pense notamment à la pêche à la civelle, moi. On a des compétences les agents sont ce qu'on appelle des inspecteurs de la police de l'environnement, avec des compétences élargies en termes de police judiciaire et aussi administrative. Donc ça peut aller soit de l'enquête, soit à de la régularisation, par exemple, sur des dysfonctionnements de stations d'épuration ou autres. D'irrigation aussi dans le Marais ? D'irrigation aussi, bien sûr, dans le Marais. Tout le volet contrôle des arrêtés préfectoraux, entre autres, incombe en partie à l'OFB. Donc après, on peut soit intervenir tout seul en fonction de notre champ de compétences, soit intervenir avec différents services de police aussi qui ont des compétences élargies, comme la gendarmerie, les affaires maritimes, les douanes, etc. Vous êtes assermenté donc ?
tout à fait. Et selon vos missions, vous êtes plus dans la prévention ou plus dans la répression? Enfin, c'est quoi vos consignes à ce niveau-là? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de consigne. Après, en tant qu'agent assermenté de l'État, dès qu'on constate une infraction, on doit la relever. Donc voilà, après, dans la mesure du possible, en effet, j'ai envie de dire, si on peut passer par de la prévention pour éviter toute infraction, c'est aussi quand même un objectif important à atteindre avant de passer à la verbalisation. En effet. Quelque chose de concret, depuis le début de l'année, depuis début 2022, sur votre partie à vous de la réserve, vous avez verbalisé beaucoup, combien? Vous avez des chiffres à nous amener? On a une dizaine de procédures à peu près Qui concernent qui concernent essentiellement une problématique qu'on a sur la pointe de l'Aiguillon avec de la pêche à pied. D'accord. Donc de la pêche à pied non professionnelle, hein, Ouais. avec des personnes qui ont soit une méconnaissance des règles en termes de quantité et de taille. Et de taille, d'accord. Et donc, on va beaucoup là-dessus, parce qu'il y a une part de méconnaissance, mais il y a aussi une part de négligence, dans le sens où, avant de verbaliser, on s'assure en effet que les gens soient à peu près au courant de la réglementation. Donc, il y a des panneaux, il y a des... Il y a des petites réglettes qui existent aussi. Il y a me aussi semble, des pour réglettes mesurer qui les tailles qui sont des distribuées différents entre autres par le coquillages. parc marin. En effet, il y a des outils qui aident les gens à respecter et à connaître la réglementation, ainsi que pas mal de panneaux d'information. On tâche de faire passer aussi l'information au travers des bulletins municipaux. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'actions, mais qui à la fin, en effet, peuvent finir Par des procédures. Au niveau national, vous êtes à peu près 2800 agents répartis sur l'ensemble du territoire. Combien vous êtes sur la Vendée et la Charente-Maritime? Je sais que par exemple sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a 249 agents, mais là vous êtes combien en Vendée et principalement puisque c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui, principalement sur la réserve de la baie de l'Aiguillon. Alors en Vendée, on va avoir, en Vendée et Charente-Maritime, dans chacun de ces départements, on va avoir un service départemental qui va être composé entre 10 et 15 agents à peu près, en fonction des services. Sur la réserve naturelle, donc on est 2 agents, donc moi en tant que conservateur, plus un garde technicien. Et après, au niveau de la Vendée, on a aussi 2 agents qui sont en charge d'un volet recherche, plus sur les oiseaux, donc qui sont basés à Olonne. Et enfin, la dernière entité, c'est donc avec le parc marin, qui est aussi une entité de l'Office français de la biodiversité. Avec là, je ne suis plus exactement à jour sur les effectifs, mais ça a entre 20 et 30 agents, donc qui couvrent l'intégralité du parc marin, donc qui est une surface assez conséquente, qui va de Jars-sur-Mer jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Ah oui, quand même. Mais concrètement, sur le terrain, de votre côté, vous êtes 2, quoi. Sur la réserve naturelle, on est 2 agents de l'OFB. C'est suffisant, parce que elle est grande, cette réserve. C'est suffisant. À quoi vous occupez vos journées? On pourrait trouver du travail pour plus de personnes, en Certainement. effet. Après, c'est une réserve gérée par l'OFB qui n'est pas si mal dotée que ça. D'accord. Il y en a qui ont des effectifs inférieurs à ça. Donc, c'est un effectif qui est pour nous intéressant, dans le sens où il nous permet d'intervenir seul sur un certain nombre de missions de police, dans le sens où on ne fait pas de mission de police, on n'est pas autorisé à faire des missions de police seul, pour des questions de sécurité évidentes. Et donc le fait d'être 2 agents avec les mêmes prérogatives de police sur l'entité des réserves naturelles de la baie de l'Aiguillon, ça nous permet en effet d'être efficace tout de suite sur cette thématique-là. Alors justement, l'efficacité, c'est une question, parce que on sait à quoi ressemble un gendarme, on sait à quoi ressemble un policier dans les villes, mais est-ce que vous êtes, entre guillemets, pris au sérieux par les professionnels que vous rencontrez? Est-ce qu'on comprend qui vous êtes, ou est-ce qu'il y a encore de la communication à faire en disant attendez, je suis de l'OFB, mais l'OFB, ça a un pouvoir de police et je peux vous enquiquiner, quoi, si vous ne respectez pas les règles. Est-ce que ça... Comment vous vous présentez, en fait, quand vous allez sur une intervention, quand vous allez voir des pêcheurs, par exemple? On parlait des pêcheurs à pied tout à l'heure. Est-ce qu'ils comprennent qui vous êtes? Globalement, oui. Enfin, je pense que malgré tout, l'uniforme parle de lui-même. Et donc, c'est quand même ça. J'ai envie de dire, le public a l'habitude de croiser, que ce soit des gendarmes, des douaniers, etc. Après, on a tendance en effet à spécifier que nous, on est police de l'environnement, et donc on est vraiment sur cette thématique-là. Après, c'est vrai qu'ils ont tendance à pas forcément connaître l'Office français de la biodiversité, qui est de plus un établissement relativement récent, donc on ne peut pas, j'ai envie de dire, forcément... Oui, on l'a dit, je crois, 1er juillet 2020. Voilà. C'est ça.
Donc on n'est pas forcément bien identifié en tant qu'établissement public comme en tant que tel. Après, en termes de police, Oui, ils comprennent que... il n'y a pas de souci. La plupart des gens qu'on peut contrôler ou avec qui on peut discuter sur le terrain savent à peu près qui on est, oui. Vous êtes armé? Donc on est armé, oui, pour les missions de police. Oui. D'accord, donc vous êtes soumis effectivement aux mêmes règles que les gendarmes, les policiers, entraînement, au tir, etc. etc. Voilà, Tout donc à c'est fait. une vraie police, quoi. Donc que les gens comprennent bien que voilà, qu'ils ne seront pas affaire à juste le garde champêtre du coin, voilà, et c'est vraiment une... Ah non, Ah. oui, c'est une... C'est du sérieux. C'est du une sérieux. compétence nationale Voilà, avec tout à fait. toutes les prérogatives liées à... Non, parce qu'on ne le aux sait pas diverses missions de forcément, police. on le sait pas Justement, forcément. quel est votre parcours pour arriver jusque-là? Alors il y a... je veux dire, il y a- Quelle étude vous avez fait, quoi? Alors, Et qu'est-ce qui vous a motivé? Je ne suis pas forcément représentatif des parcours, j'ai envie de dire, des agents que vous allez retrouver dans les services départementaux. Donc c'est ce qu'il y a de plus intéressant à ce moment-là. Voilà, qui Pour nous. pour la plupart, donc ils ont des cursus souvent liés à l'environnement, hein, mais pas que. Et donc eux sont rentrés souvent dans l'établissement via les systèmes de concours de l'administration. Et donc vous? Et vous? Non? Et après, dans ces agents-là aussi, il y a pas mal de transferts au niveau des agents qui viennent potentiellement de gendarmerie, de douane, des services armés, des armées plutôt. Bref, il y a tout un panel d'agents qui peuvent au final arriver sur ce type de poste. Alors votre première vie, c'était quoi? Et moi, j'ai un parcours vraiment plus lié au travail de conservateur en lui-même, D'accord. plus qu'au volet inspecteur D'accord, de l'environnement et police. Donc moi, j'ai commencé sur plutôt une voie professionnelle avec un brevet de technicien agricole gestion de la faune sauvage. Donc déjà un peu orienté quand même. Hein. Et après, j'ai poursuivi un peu le parcours classique de la voie protection de la nature, donc BTS gestion et protection de la nature. Et après, j'ai repris le chemin de la fac pour aller jusqu'au master 2 en écologie. Donc ce qui m'a valu derrière de plus miser en effet sur des postes soit de conservateur ou sur d'autres missions au sein de l'ONCFS avant, et puis depuis 3 ans comme conservateur. Quoi. D'accord. Vous avez un grade sur votre polo, ça correspond à quoi? On peut progresser dans la police de l'environnement? Comment ça marche? Alors les grades, non, ils sont aussi, on peut progresser. Après, Non, mais c'est votre plus- grade, ça correspond à quoi en fait? Donc c'est un grade de capitaine. Après, D'accord. c'est un peu un système de grade qui est un peu différent de tout ce qui est gendarmerie et armée, qui est lié plus à notre statut. Donc un Voilà. conservateur, c'est forcément un capitaine ou pas forcément? Pas forcément, parce qu'on peut avoir, par exemple, des gens qui vont être nommés conservateurs d'un espace naturel géré par l'OFB, mais qui vont avoir un grade de technicien. D'accord, Et, alors que moi, j'ai plutôt un grade d'ingénieur. ok. Donc, du coup, Vous pouvez progresser encore ou pas? Ou ça se... Parce que vous êtes jeune encore, hein? Oui. D'après Après, les annonces de Macron, va falloir bosser encore un peu. Hein, Oui. il paraît. Donc jusqu'où vous pouvez aller en fait? Ah bah après, c'est plus j'ai envie de dire, c'est plus une question de progression en termes de fonction dans l'établissement. Ouais. Donc après, en tant qu'ingénieur, comme ça, on va plutôt aller sur des missions de direction, de ok. service, etc. Pour le moment, je suis très bien comme conservateur. Le terrain, ça vous plaît? Ouais, C'est tout ça. à fait. Je suis, pour moi, je suis dans le Les le sédiments. métier que je souhaitais Ouais. faire. Donc, pour le moment, je n'ai pas forcément de souhait d'évolution de Ok. carrière vers des postes de direction, de management. Les ou autre. sédiments, puisqu'on va en parler tout à l'heure, c'est votre élément, ça? Oui, pas que. Bah justement, parlons de sédiments. Allons, mettons les deux pieds dans la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon. Alors c'est une réserve qui a une petite particularité. Elle est coupée en deux entre guillemets, hein, même si elle est gérée par l'OFB et la LPO. Elle a été créée côté Vendée en 1996. Et en 1999, en Charente-Maritime, on était un petit peu plus lent à la détente. En 1999, côté Charente-Maritime, donc je le disais, l'OFB et la LPO co-gèrent en fait cette réserve, hein, ces deux ensembles. Ils n'en font en fait qu'un. Hein, on peut dire que voilà, vous êtes à la fois en Charente-Maritime et en Vendée. Vous êtes plutôt côté Vendée, mais vous allez aussi en Charente-Maritime. J'imagine qu'il n'y a pas une frontière. Oui, en oui, disant, il y a- hop, hop, c'est votre collègue qui... Il y a une vision très administrative Ouais. des choses qui, en gros, où je suis plutôt chargé d'administrer la partie Vendée. Mon collègue de la Ligue pour la protection des oiseaux, donc Jean-Pierre Guéret, lui, va plutôt administrer la partie Charente-Maritime. Dans les faits et en toute cohérence, il y a un seul plan de gestion qui couvre l'intégralité des 2 réserves naturelles nationales.
Et ce plan de gestion, du coup, on l'exécute en commun sans aller faire de différence entre la partie Charente-Maritime ou Vendée. Et on a vraiment... c'est complètement logique dans le sens où on est sur un ensemble naturel global, que la frontière administrative liée à ces 2 décrets ministériels ne se ressente pas dans les opérations de gestion. Vous parlez de plan de gestion. Qui l'élabore, ce plan de gestion ? Alors, le plan de gestion, il est élaboré donc, par les conservateurs, hein, par les structures en charge de la gestion de la réserve. Donc vous personnellement, vous y prenez part à l'élaboration avec votre collègue Monsieur Guéret en face, c'est ça ? Bien sûr, et ainsi que tout le reste de l'équipe de la réserve. Et du coup, ce plan de gestion, donc, il est rédigé pour une dizaine d'années, donc pour 10 ans. Et donc là, l'échéance de celui qui est en place, il est quelle année ? Donc là, notre plan de gestion se termine cette année. D'accord, donc vous allez embrayer sur un nouveau plan de gestion en 2023. On va embrayer sur un nouveau plan de gestion, donc qui sera certainement plutôt début 2024. Donc, d'accord. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Quelles sont les grandes lignes ? Oui, Déjà c'est... ou pas Non. Oui. Comment ? Non, je dis déjà ou pas. Enfin, oui, il n'y a pas déjà des grandes lignes. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret là-dessus. Après, la démarche, voilà, c'est que nous, on va définir un plan de gestion qui cadre à peu près les actions, les orientations et les objectifs à une dizaine d'années. Et ce plan de gestion va être validé donc, par l'État et donc validé par le préfet au final pour nous donner cette feuille de route qu'on devra tenir pendant les 10 prochaines années. Donc quelques grandes lignes de la prochaine feuille de route. Donc la prochaine feuille de route, on est sur un espace estuarien avec qui va recueillir toutes les eaux d'un bassin versant d'à peu près 600 000 hectares, un peu plus de 600 000 hectares au-dessus. On parle du Marais Poitevin, voilà, essentiellement. Marais Poitevin et puis les zones de bocage au-dessus, c'est plus large. Et nous, en tant que zone d'estuaire, on a un gros questionnement sur la qualité de l'eau qui arrive en baie de l'Aiguillon, ainsi que les quantités. Donc ça, ce sera un gros volet du plan de gestion, dans le sens où c'est à la fois l'évolution des apports liés aux eaux douces, que ce soit en quantité ou en qualité, va fortement influencer la faune qui va se développer essentiellement dans les vasières ou dans les présalés. Et cette faune-là, c'est pour nous la base des chaînes trophiques, donc de la chaîne alimentaire des oiseaux qu'on va accueillir sur le site, ou des poissons aussi qui viennent dans la réserve. Et donc du coup, il y aura un angle important, en effet, sur l'observation de la qualité de l'eau. Est-ce que c'est lié à ce plan qui se termine, là, ce plan de 10 ans ? Je pense notamment à la grande crise mythilicole de 2015, où il y avait eu beaucoup d'entrées d'eau, il y a eu des intrants qui avaient été... Est-ce que ça, vous en avez tiré un bilan, et est-ce que ça a servi pour l'établissement de ce futur plan ? Alors, c'est pas que lié à cet événement, mais c'est lié à une réflexion globale sur la fonctionnalité de de la réserve qu'on gère. Et clairement, si on n'a pas une connaissance fine de l'incidence des flux ou de la qualité de l'eau sur le premier maillon de la chaîne alimentaire, donc qui est le socle de base pour l'accueil du reste de la biodiversité sur la réserve, on louperait une étape. Donc l'eau sous haute surveillance, quoi. Donc l'eau, en effet, c'est un facteur qui nous intéresse, parce que dans le cadre du programme Live Baie de l'Aiguillon, on a commencé un petit peu à explorer ce volet-là. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a des phénomènes assez importants. Donc que ça soit en termes d'arrivée de phytosanitaires ou d'importantes dessalures de l'ensemble du périmètre de la baie, avec des lâchers d'eau du bassin versant qui peuvent être très importants. Et donc on a constaté un certain nombre de choses. Maintenant, l'étape d'après, c'est d'aller constater l'influence de ces éléments, de ces différents facteurs là sur la faune de la réserve. La baie de l'Aiguillon, c'est quoi en surface ? Donc c'est 5000 hectares. 5000 hectares. Donc on a à peu près 3800 hectares de vasières. On a des images. Et on a été faire des images. 1200 hectares de présalés. D'accord. On rappelle en quelques mots pour nos téléspectateurs, le programme Live Baie de l'Aiguillon, c'est un programme européen sur 6 ans qui vient de se terminer et dont les conclusions ont été rendues au mois de juin-juillet 2022. Voilà, oui, c'est un programme Live qui a été porté par le Parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc qui nous a permis, nous, réserve naturelle,
de vraiment rentrer vraiment dans l'exploration d'un certain nombre de sujets sur la réserve et qui est pour nous un pilier du coup un pilier par rapport aux réflexions qu'on a dans ce nouveau plan de gestion, en particulier sur la qualité de l'eau, mais pas que, quoi. Alors moi j'ai une question, quid du parc naturel régional? Comment vous travaillez avec eux? C'est quoi l'articulation entre l'OFB et le PNR? Alors l'articulation entre l'OFB et le PNR, j'ai envie de dire, c'est un acteur important du territoire, avec lequel on travaille plutôt bien sur pas mal de sujets. Ouais. Donc, Comme par exemple? comme par exemple dans le cadre de l'Observatoire du patrimoine naturel. Donc c'est un observatoire qui vise à constater l'évolution d'un certain nombre d'espèces à l'échelle du Marais Poitevin. Donc la réserve contribue à apporter un certain nombre d'éléments de connaissances, donc en particulier sur les oiseaux, sur les oiseaux côtiers, parce que c'est un peu le cœur du sujet de la réserve naturelle. Mais pas que, aussi sur des espèces un peu emblématiques comme le gorge bleu à miroir, comme bref, on contribue à cet observatoire. Et puis c'est aussi un acteur important pour nous dans le sens où ils pilotent avec l'établissement public du Marais Poitevin le volet Natura 2000, donc qui est un volet aussi important au travers de la protection et du financement d'un certain nombre d'actions sur notre territoire. Est-ce que vous êtes en relation avec les chambres d'agriculture? Parce qu'on parle Marais Poitevin, donc on parle culture, Mhm. céréalière notamment. Est-ce que vous travaillez avec eux? Oui, bien sûr, dans le sens où donc nous, si on quitte un peu les vases et le sédiment, on arrive on monte un peu. sur le présalé. Donc on a une partie du présalé qui est actuellement fauchée par des éleveurs autour de la réserve. Et donc on a toute une organisation autour de la mise en place de ces processus de fauche, dans lequel est impliquée la chambre d'agriculture. Donc voilà, c'est un exercice qui est parfois pas simple à mener, dans le sens où, en gros, nous, en termes d'objectifs, la réserve naturelle, on gère des présalés pour qu'ils remplissent des fonctionnalités en termes d'accueil de la faune sauvage ou de sédimentation ou autre. Et donc, du coup, on a des éleveurs qu'on autorise à venir faucher un certain nombre de parcelles. Donc... Je vous interromps, moi je suis béotien en termes de présalés, à part le mouton, l'agneau des présalés, mais on y fauche quoi dans les présalés? Alors, dans le présalé, on va y faucher donc de la végétation de présalé. Oui, d'accord, mais dans le détail. Qui va être composée donc à la fois de quelques espèces un peu majoritaires, donc ça va être du chien-dent, des très grandes herbes chien-dent maritimes. Mais c'est réutilisable ça? Oui, donc il y a le chien-dent, il y a l'obione, et puis la fauche va avoir tendance à favoriser le développement d'une autre petite herbacée qui s'appelle la Puccinellie maritime. Et la Puccinellie maritime, c'est une herbe qu'on appelle localement, il y a ici qu'on l'appelle comme ça, on l'appelle la misote. D'accord. Et cette misote, ça va être le fourrage recherché par les éleveurs, dans le sens où c'est le fourrage qui est le plus appétant pour le bétail. Donc nous, on n'a pas de moutons de présalé, on n'a pas de pâturage au sein de la réserve, mais on a des éleveurs qui vont venir récolter ce foin en fin d'été. Et c'est un foin qui... ça donne un petit goût salé à la vie. C'est un foin qui a ce mérite, c'est qu'il est en effet très salé. Et qui est donc très appétant pour le bétail. Et souvent, c'est un foin aussi qui est très, très chargé en cellulose, en matière sèche, et qui est aussi très bon pour les ruminants, pour en gros les inciter à boire et à booster la production laitière. D'accord. Donc on va quitter un peu les présalés, on va redescendre véritablement dans l'entrée de la Sèvre nortaise, ou la sortie, comme on veut, l'embouchure. Vous avez une action en ce moment, c'est le nettoyage de la baie, une grosse action qui a débuté il y a quelque temps déjà. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette action? Je crois que c'est une grosse action de nettoyage, parce que alors, la baie, elle est sale, c'est ça? Vous êtes en train de nous dire que la baie est sale, il y a des choses qui traînent un peu partout. C'est quoi cette action? Pouvez-vous nous en parler? Alors, c'est une action... C'est une action où globalement, donc il y a toujours eu des activités conchilicoles, mytilicoles, enfin depuis très longtemps dans la baie de l'Aiguillon.
Et avec, à certaines époques, l'absence de réglementation, par exemple, par rapport au fait d'entreposer des tables de culture ou des bouchots ou des infrastructures sur les vasières. Donc il y a une réglementation qui s'est mise en place au fur et à mesure. Et malgré tout, avec le jeu des rachats de concessions, des personnes qui cessent leur activité, de pas mal de facteurs, on se retrouve dans la baie de l'Aiguillon, et on part là sur ce cas-là, sur les rives de la Sèvre, avec un certain nombre d'éléments, donc qui sont des éléments anciens émanant de pratiques conchilicoles. Oui, on a vu sur les images, Voilà. il y a des pieux, il y a des tables, il y a des casiers de stockage de moules, parce qu'avant on stockait les moules dans des casiers à proximité pour pouvoir les conserver plus longtemps avant de les mettre en vente, etc. Les processus de commercialisation ont évolué. Maintenant, tout est conditionné sur les bateaux et emmené directement Oui, c'est ce dans qu'on des appelle chambres froides. les bateaux ateliers. Voilà. Mais Et donc, du coup, sur ce volet-là, on a, nous, récupéré un certain nombre d'infrastructures à qui on ne savait plus à qui elles appartiennent vraiment, etc. Et qui sont, nous, on y voyait deux problèmes. Bon, il y avait un problème un peu esthétique, clairement, dans le sens où il y avait certains plastiques ou autre chose qui étaient vraiment pas jolis sur le site. Et puis, il y a un problème aussi de sédimentation avec des tas de pieux, des choses comme ça, qui ont tendance à modifier la courantologie au niveau de la Sèvre et à favoriser la sédimentation de certaines zones, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a la sédimentation qui prend de l'épaisseur et qui serait susceptible à terme, si on ne faisait rien, d'empêcher l'écoulement naturel de la Sèvre ou qui dirait poser quelques problèmes. Oui. Ouais, c'est ça. Là, on a vu sur les images des pieux, on parle aussi de pneus qui étaient utilisés pour maintenir les berges de la Sèvre. Ça s'est écroulé avec le temps, avec l'érosion, etc. Et c'est ça que vous récupérez en ce moment. Ouais. On parle de 200 pneus qui seraient en train de naviguer. et on va soit dire qui 70 seraient qui ont été plantés. récupérés, c'est ça, à peu près? Est-ce que c'est comment vous avez fait le comptage de ces 200 pneus? Parce qu'on sait qu'il y en a au fond. Et ceux-là, Alors, globalement, ça a été un peu compliqué de dimensionner ce marché public, dans le sens où on est parti sur une estimation du nombre de pneus. Donc, historiquement, ces pneus ont été mis par des agriculteurs qui voulaient protéger certains casiers, certains polders juste dans les boucles de la Sèvre. ouais. Et donc, l'objectif de ces agriculteurs a été de planter des pieux, d'empiler des pneus à l'intérieur pour pouvoir que le pieu puisse les maintenir Ouais. et recouvrir le tout de terre. Malheureusement, la Sèvre a continué son travail d'érosion et puis est arrivée jusqu'au moment où elle a désolidarisé les pieux du bord de Sèvre et que les pneus se sont mis à glisser progressivement dans le lit du fleuve. Et donc, on est intervenu là-dessus. Après, le dimensionnement, le nombre de pneus possibles, ça a été plus par rapport à des discours avec des riverains, des choses comme ça. Avec des anciens, qui étaient là au moment de la mise en place de cette diglade. Et donc, qui nous ont dit, il y a au moins... au moins 200 pneus. Et donc, on est parti sur cette base-là. Les travaux nous ont permis d'en récupérer 70 à peu près. Et le reste a certainement glissé dans le fond de la Sèvre et puis est maintenant recouvert de vases et puis il y est pour des temps géologiques. Cette action de nettoyage, là, elle va durer jusqu'au mois de décembre, hein, c'est ça, jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais à la base, ces pieux qui étaient avec ces pneus, c'était pour maintenir la berge ou c'était simplement pour protéger certains casiers? Parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même pas idiot de protéger les berges et d'éviter qu'effectivement elles disparaissent, ces berges, ou du moins elles soient abîmées. Vous comptez remplacer, faire des protections autres que ces pneus qui sont effectivement un peu disgracieux? Les pneus de camion, c'est pas forcément très top. Dans une réserve naturelle. Oui, je veux dire, les pneus qui trempent dans l'eau salée, ce n'est bien nulle part, hein, que ce soit en réserve naturelle ou ailleurs. La question, là, du coup, de refaire cette digue à cet emplacement-là n'est pas d'actualité, dans le sens où la zone qui est derrière, maintenant, n'est plus une zone forcément à protéger. La zone immédiate derrière n'est plus à protéger, quoi.
Et dans le sens où c'est maintenant une parcelle qui a été exploitée pour justement capter des sédiments et avec une autre digue qui contourne la parcelle un petit peu D'accord. plus loin. Donc la protection est toujours présente, mais du coup un petit peu décalée, quoi. Il y a véritablement un enjeu à protéger les berges de la Sèvre où bah, on laisse faire et c'est la nature et tant pis quoi. Ah ben, l'enjeu, il est lié à l'objectif. D'un point de vue naturel, que la Sèvre fasse évoluer son lit, c'est une bonne chose. Bah, je pense que c'est une bonne chose, c'est quelque chose d'intéressant. Après, en effet, pour les propriétaires qui sont juste derrière et qui utilisent leurs propriétés pour de la culture ou de l'habitation ou autre, en effet, il Il y a un enjeu quelque part. y a clairement un enjeu. Et donc, même si les digues actuellement sont dans le périmètre de la réserve naturelle, la réglementation liée au site permet de réintervenir de façon régulière sur ces infrastructures qui sont des infrastructures de protection des biens et des populations derrière, quoi. Alors justement, est-ce que vous, police de l'environnement, OFB d'un côté, LPO de l'autre, vous avez été associé dans la mise en place, l'élaboration des fameux plans, les PAPI, hein, les plans d'action de prévention et contre les inondations? Je pense à Charon notamment. Est-ce que vous êtes intervenu, sachant que cette hauteur de sédiments peut influer sur la submersion marine et la submersion fluviale? Oui, oui, on est clairement associé là-dessus. Hein, en particulier, enfin, on est associé côté Vendée de fait parce que le périmètre les outils de protection, les digues, sont dans le périmètre de la réserve. Ouais. La réserve n'est pas propriétaire des digues, hein, c'est bien les syndicats mixtes en charge de l'animation des PAPI qui sont propriétaires des digues. Mais globalement, on est en effet étroitement associés avec, par moment, bah voilà, ça peut... Donc on vous demande conseil dans les études, dans les... Oui. De toute façon, à partir du moment où ça impacte le périmètre de la réserve, il y a forcément un certain nombre de volets d'études qui sont demandés pour bien faire en sorte que l'intégrité de la réserve ne soit pas remise en cause par différents travaux, quoi. Parce qu'on pourrait se dire, de mémoire, c'est 300 000 mètres cubes de sédiments en plus chaque année hein, dans cette zone-là. On pourrait dire que les niveaux se modifient constamment. Donc est-ce que les études qui ont été faites, qui ont débuté il y a une dizaine d'années après Xynthia, est-ce que c'est toujours valable ou il faudrait les faire évoluer en fonction de cette sédimentation qui bouge constamment? Alors, la sédimentation dans la baie, donc c'est déjà quelque chose de complètement naturel, hein, qui existe depuis au moins 6000 ans, voire plus, dans le sens où, quand on était sur le golfe des Pictons avec la mer qui allait jusqu'à Niort, ce mouvement de sédimentation a fait en sorte de sédimenter tout ce grand golfe jusqu'à arriver à cette partie relictuelle qui s'appelle la baie de l'Aiguillon maintenant. Donc ça, c'est quelque chose de complètement naturel. Et globalement, actuellement, les études qui ont été menées, entre autres, par le LIENS, par les équipes de M. Chaumillon à La Rochelle. L'Université de La Rochelle. Voilà, l'Université de La Rochelle. Montre que globalement, on a un niveau de sédimentation dans la baie de l'Aiguillon qui est plus important, d'un point de vue centimétrique, à celui de l'élévation du niveau des océans. D'accord. Et donc, la digue continue, le présalé augmente de façon altitudinale plus vite que la montée des océans, et c'est plutôt considéré comme c'est plutôt rassurant. Un moyen de lutte naturel contre l'inondation. Très bien. Justement, on parlait d'infrastructure. Il y en a un. Il y a un élément qui est dans la baie de l'Aiguillon. Celui-là, c'est le pont du Brau. Alors, beaucoup de gens s'inquiètent un petit peu de ce pont qui est souvent en panne, il faut bien le dire, qui pose problème parce qu'il y a pas mal de camions, notamment des camions qui transportent des produits dangereux, des produits dangereux. Est-ce que ça vous inquiète, ce pont? Est-ce qu'il a sa place au sein d'une réserve naturelle comme celle de la baie de l'Aiguillon? Est-ce qu'il faudrait l'enlever carrément? On a des images de ce pont pour que les gens voient un petit peu. Alors c'est un pont qui date, hein, c'est un pont qui se lève. Une partie de concrètement, cette infrastructure se lève. Son trafic est interdit aux poids lourds de plus de 26 tonnes et transportant des matières dangereuses, sauf pour un périmètre local. Sauf que le périmètre local, on ne sait pas où il s'arrête. Enfin bref. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est une source d'inquiétude en se disant un jour, peut-être qu'un camion va passer par-dessus et puis il va se retrouver là, dans la baie. Et est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez? Alors, c'est pas quelque chose qu'on surveille de façon
Oui, vous n'êtes pas là tous les jours, Non. regardez si tout va bien. Non, complètement. Après, je sais qu'il y a des discussions sur la modernisation de ce pont ou d'en faire un nouveau, entre autres. Donc, Sylvie Marcy, la présidente du département que nous avons reçue il y a quelques semaines, a été claire là-dessus, c'est non. D'accord. Bon. Je ne reviendrai pas sur ces- On refait un tablier, Non. c'est tout. Après, non, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait identifié comme sujet majeur. D'accord. Après, de toute façon, il y a des plans d'intervention en cas de pollution. Et donc ça, après, on suit ce genre de procédure. Mais globalement, non, c'est pas posé la question de risque lié au passage d'individus. Vous parlez de pollution, bon ok, il n'y a jamais de camion camions. qui a basculé par-dessus, mais c'est déjà arrivé de la pollution dans la baie où vous êtes intervenu pour la stopper? Pollution ponctuelle, on Ouais. entend je sais pas, un Oui. déversement de gasoil, de choses voilà, qui... Oui, C'est potentiellement, il peut y avoir pas mal de sources de pollution. Hein. On a des bateaux qui naviguent dans la Sèvre. Donc là, je sais qu'il y a un travail, il y a une évolution de la profession conchylicole aussi là-dessus pour aller vers de plus en plus d'huile végétale au niveau des moteurs, du matériel utilisé sur les bateaux. Oui, de tout l'hydraulique aussi qui fonctionne Voilà, de sur ce tout bateau. là, l'hydraulique c'est- qui peut fonctionner avec de l'huile végétale. C'est le cas, par exemple, dans les marchés publics, quand on fait des travaux qui impliquent la mise en place d'une pelleteuse ou autre, comme actuellement dans le nettoyage des travaux. Hein. Et le nettoyage des bords de Sèvres. Et du coup, donc voilà, nous, dès qu'on fait des interventions, on fait attention à ce critère-là. On sait que la profession conchylicole travaille aussi là-dessus. Après, on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de pollutions. Hein. C'est arrivé il y a en 2018 ou 2019, on a eu une cuve agricole de fioul qui s'est déversée dans le canal de l'Arac au niveau de Saint-Michel-en-Lerme. Donc il y a eu plusieurs, forcément, centaines de litres de fioul qui se sont déversés dans ce petit cours d'eau qui se déverse dans la baie de l'Aiguillon. Qu'est-ce que fait l'OFB à ce moment-là? Quelles sont les actions qui sont mises en place? Comment vous travaillez? Parce que, alors vous dites que vous êtes 2 sur la baie de l'Aiguillon. Quand vous constatez ce genre d'incident ou d'accident, quelle est la procédure? Qu'est-ce qui se met en place? Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi donc, le service départemental de l'OFB qui était intervenu entre autres sur cette opération-là. Et donc qui vise à mettre en sécurité le site, à mettre en place tous les dispositifs qui visent à capter le maximum du polluant déversé dans l'environnement, et travailler après avec les services de l'État aussi pour la mise en place d'une régularisation des infrastructures, histoire d'éviter que le préjudice se reproduise. Et puis, et derrière, il y a eu aussi potentiellement une enquête judiciaire pour voir s'il n'y a pas eu négligence ou autre sur la cause de la pollution. Donc voilà, il y a tout un tas de procédures qui sont déjà existantes pour réagir en cas de problème. Et vous faites des exercices anti-pollution, comme là ça s'est déclenché il y a une dizaine de jours, mais là c'était pour la submersion. Est-ce que c'est dans vos pratiques de dire, allez, voilà, tiens, c'est pollué de tel endroit à tel endroit, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des bateaux? Non, nous, on n'a jamais été amené à faire ça sur la réserve. Après, on est quand même en lien avec avec les services de l'État qui sont en charge de tous les plans liés aux pollutions, que ce soit des pollutions marines ou autres. Et c'est vrai que par exemple, dès qu'il y a eu un naufrage très récemment au large de l'île de Ré, donc on a mis en place des tournées de surveillance, voir s'il n'y avait pas des boulettes de fioul arrivées sur la côte, etc. Donc il y a des protocoles qui sont déjà définis et après nous, la plupart du temps, on s'associe plutôt aux services de l'État qui sont en charge de les animer. Quoi. D'accord. Très bien, sans transition, on va passer, si vous le voulez bien, au billet d'humeur d'Antoine Collin. Hop, Antoine Collin qui se prépare. C'est moi. Billet d'humeur. Vous n'avez pas l'air très en forme, Antoine. Si, vous avez tout mangé va des bien. huîtres, des petits soucis gastriques? Bon, messieurs, aujourd'hui, sujet très sérieux. Je vais vous apprendre un truc de fou. Avis aux amateurs d'huîtres, savez-vous que nos huîtres françaises sont
en fait d'origine japonaise. Et oui, je sais, vous n'étiez pas prêts et je vous avoue que moi non plus. Du coup, petit cours d'histoire pour vous contextualiser un peu tout ça. À la base, nos parcs ostréicoles étaient essentiellement composés d'huîtres d'origine portugaise, mais dans les années 70, l'huître portugaise connut une épizootie, une épidémie chez les animaux, qui la décime et fait disparaître l'espèce des côtes françaises. C'est alors que l'huître creuse japonaise originaire du Pacifique fait son entrée dans nos bassins, moins poilue, plus charnue. Elle est aujourd'hui devenue l'espèce d'huître la plus cultivée en France et dans le monde. Oui, je sais ce que vous vous dites, on s'est bien fait berner. Tous les Noëls, on dépense un bras pour manger asiatique en fait. Et oui les gars, bientôt on se donnera tous rendez-vous au New Asie pour passer un bon petit repas de fin d'année. Finito le foie gras, finito le vin rouge, finito la dinde. Place au saké, aux huîtres gratinées au soja et au sashimi de saumon. J'ai même une petite recette à vous proposer pour pimenter votre nouvel an. L'huître à la japonaise, mon petit Yannick. Vous mettez un peu de vinaigre de riz, de la sauce soja, un peu de ciboule, c'est un oignon asiatique, et bien sûr du gingembre pour des huîtres qui sortent de l'ordinaire et qui vous donneront la pêche pour clôturer 2022. Si vous voyez ce que je veux dire, mon cher Yannick. Par contre, ne restez pas trop à côté de papy, il risque d'être un peu plus tactile que d'habitude. Enfin bref, je sais que je m'écarte un peu du sujet, alors revenons-en à nos moutons, enfin à nos huîtres, pardon. La question qu'on doit se poser, cette espèce est-elle invasive ? Un peu, effectivement. De plus, pour que l'espèce se reproduise, la température de l'eau doit atteindre entre les 18 à 20 degrés, donc là on est en plein dedans, et les épisodes chauds atteignant ces valeurs sont de plus en plus fréquents en été. Du coup, sa progression ne s'arrête plus, on commence même à les repérer dans les eaux hollandaises, allemandes ou même irlandaises. En revanche, le point positif est que l'huître japonaise n'entre pas en compétition avec les espèces locales. Au contraire, leur présence finit par former des nouvelles cavités sur les rochers, lesquelles peuvent ensuite abriter d'autres espèces qui ne pourraient autrement s'y accrocher. Alors ma question, monsieur Gallet, elle est simple. Cette espèce historique dans le milieu ostréicole, qui a également pris ses quartiers dans la baie de l'Aiguillon, a-t-elle un avenir chez nous où son implantation risque de tuer nos variétés locales ? Surtout que dans l'action que vous menez de nettoyage, il y a le nettoyage de gisements d'huîtres japonaises. Alors, bien ou pas bien l'huître japonaise ? Bien ou pas bien, faut prendre en compte que c'est donc en effet c'est l'espèce la plus utilisée dans l'ostréiculture, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis, ailleurs. Donc c'est une espèce où donc nous, moi je recentrais un peu sur la réserve. Globalement, elle est présente dans la réserve sur des zones qu'on va appeler crassa. C'est pareil, c'est un terme qui n'est lié qu'à la baie de l'Aiguillon. Après les misotes, on a le crassa. Donc le crassa, ça correspond à des récifs d'huîtres qui vont se développer sur des anciennes tables ostréicoles qui auraient dû être enlevées à la fin de l'exploitation de ces zones. D'accord. Et donc on n'a pas retiré ces tables. Et du coup, les huîtres se sont fixées dessus et on fait des systèmes de récifs. Donc c'est un peu comme le corail, il y a une couche d'huîtres qui s'installe, une autre qui va s'installer dessus, là celle du dessous va mourir, etc. Et donc ça fait un récif qui peut faire, dans la baie d'Aiguillon, plusieurs mètres de largeur, voire de hauteur. Et nous, quand on a porté la réflexion par rapport à la présence de cette espèce sur ces zones de crassa, on a regardé quelle était la plus-value pour nos objectifs en termes de gestion. Et du coup, on s'aperçoit que clairement, l'habitat naturel qui a eu un intérêt pour l'accueil des espèces qui nous intéressent, entre autres tous les oiseaux migrateurs et hivernants, les limicoles, c'est clairement la vasière. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre du programme LIFE, on est parti sur une expérimentation qui visait justement à enlever ces récifs d'huîtres de la réserve naturelle pour regagner des surfaces de vasières qui sont pour nous plus intéressantes en termes d'alimentation pour les oiseaux. Donc Sur une centaine d'hectares à peu près, c'est ça ? Voilà, en gros, on a 300 hectares d'espaces relictuels de crassa, de conchiliculture comme ça, de crassa. Et sur ces 300 hectares, le LIFE nous a permis, le LIFE et le plan de relance, qui est sorti au cours de la période Covid. Donc le plan de relance qui nous permet actuellement de financer le chantier de nettoyage. Ouais. Donc ça, c'était vraiment une bonne aubaine, parce que c'est pas des financements qui sont forcément faciles à trouver pour ce genre d'opération. Mais du coup, ça nous a permis de se dire, on expérimente le fait de retirer ces zones-là sur une centaine d'hectares.
dans le sens où il faut que ça soit suffisamment représentatif pour dire, une fois qu'on a réalisé ce travail-là, on met en place un suivi des zones chaque année pour voir si on a des huîtres qui se réinstallent sur les restes de coquilles, les choses comme ça. Ce qui ne semblerait pas être le cas d'ailleurs. C'est ce que vous nous précisiez lundi dernier sur le site du Port du Pavé. Voilà, je pense que ça prend on ose espérer que ça prenne une bonne direction. En effet, on retrouve des larves d'huîtres qui se fixent sur des coquilles, mais qui sont tellement mobiles que le fait qu'elles se retournent ou qu'elles soient recouvertes de vases, on n'a pas j'ai envie de dire, on n'a pas la génération N+2. Et donc, ce qui voudrait dire que ça a tendance à fonctionner et qu'on retrouve des espaces de vasières favorables à la faune. Donc voilà, ça c'est une position, j'ai envie de dire, qui est en lien avec les objectifs d'accueil de la vie-faune de la réserve naturelle. Après, le fait d'aller faire ce genre d'opération partout sur le littoral parce que c'est une espèce d'origine exogène, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une espèce en effet exogène qui vient du Pacifique. Mais si on commence à regarder vraiment dans la faune présente sur notre littoral ou alors dans les terres, le nombre d'espèces qui viennent d'ailleurs, on a un chantier qui, à mon avis, qui est... Mais avec la montée des températures, surtout au niveau de l'eau, on l'a vu encore cet été, où c'est incroyable. Il n'y a pas une crainte que justement ces espèces prennent le pas sur les autres? On a vu quelques phénomènes qui n'étaient pas assez courants, comme cette histoire de la baleine qu'on a retrouvée dans la Seine, ou des choses comme ça. Il y a quand même des dérèglements qui sont au niveau de la faune. Oui, après, c'est des phénomènes qui sont très complexes, dans le sens où ils sont donc déjà dans le milieu marin, avec un nombre de facteurs très importants qu'il faut prendre en compte pour l'évolution de ces espèces-là. C'est assez peu binaire, hein. Et puis au final, d'un espace comme la baie de l'Aiguillon, où les eaux sont très turbides, à un espace légèrement au-dessus, au large de la Faute-sur-Mer, où là on va avoir des eaux plus claires, etc., ça peut avoir une incidence complètement différente. Donc c'est compliqué d'aller faire une généralité sur l'ensemble de ces espèces-là. Et donc voilà, après l'huître japonaise, elle se développe sur tout notre littoral rocheux, parce qu'il lui faut une accroche. Il lui faut un support, en effet, ouais. Donc voilà, après c'est... Mais si on revient sur cette réserve et la partie qui a été nettoyée, il y a une partie qui n'a pas été nettoyée, donc entre 200 et 300 hectares. Si c'est positif, vous êtes encore donné à peu près 1 ou 2 ans d'observation. Si c'est positif, est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir un décrassage de cette zone pour regagner en sédimentation? Il faudra trouver des sous. Ce sera certainement le nerf de la guerre, oui. Ouais. Dans le sens où là, l'évaluation, c'est quand même plus d'1 million d'euros pour finir ce chantier, si on veut vraiment enlever l'intégralité des crassats. Donc c'est pas négligeable. Et donc il y a un moment, c'est tout j'ai envie de dire, c'est un équilibre entre un juste milieu à trouver, des priorités en termes de conservation de l'environnement et des priorités aussi de façon évidente financière. Juste une petite question, on parlait de budget, de financement. Est-ce que l'Europe participe à ces actions, à ces financements, ou pas du tout? Typiquement, le programme LIFE et le plan de relance, c'est essentiellement du financement européen. Ah d'accord, ok. Même le plan de relance. Ouais. Ah ok, je pensais que c'était uniquement l'État français qui non, il y a une partie très importante qui vient de l'Europe. Donc on a déjà un petit peu parlé de l'état des lieux de la baie de l'Aiguillon. On en parlait un petit peu de la qualité de l'eau, parce que quand même la baie de l'Aiguillon c'est majoritairement de l'eau. Cette qualité de l'eau, vous la jugez comment? Elle est bonne? Est-ce que la baie de l'Aiguillon est en bonne santé? Est-ce que l'eau est en bonne santé? Alors avec les opérations qu'on fait sur le terrain, inévitablement on y goûte. Globalement, donc la qualité de l'eau de la baie de l'Aiguillon, sans surprise, n'est pas d'une qualité extraordinaire. Après, il faut ramener ça à l'échelle de la région. On est sur un pourcentage d'eau de bonne qualité, de cours d'eau dans un bon état de qualité qui est inférieur à 10% à l'échelle régionale. Donc c'est vraiment une problématique très 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 importante. C'est vrai qu'on a tendance pour le moment encore à hypothéquer notre qualité d'eau au détriment d'un certain nombre d'autres activités sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'ose espérer que ça changera
qu'il y aura vraiment une vraie prise de conscience et un changement dans l'avenir, dans le sens où quand même, tout le monde le sait que l'eau, c'est un peu la base de la vie. Un peu. Et que la Et qualité... le vin aussi, pour certains. Mais il y a de l'eau Le dedans. saké, Mais le il y a d'eau saké. dedans, c'est vrai. Moi, je reviens sur- Voilà, globalement, c'est donc voilà, la baie de l'Aiguillon est un peu à l'image de ce qu'on a dans notre bassin versant, avec une qualité qui est quand même pas très encourageante et qui, pour le moment, on voit pas de signaux d'amélioration. Alors, justement, vous l'avez cité tout à l'heure, Dominique Chemillon, chercheur au LIENS, qui a activement participé à Life Baie de l'Aiguillon. Dans les conclusions qu'il a présentées en juin 2022, il expliquait que les capteurs étaient mis au pied du pont du Brau et que 11 pesticides avaient été retrouvés. Donc forcément, qui vont se retrouver dans la baie. Ah oui, j'ai envie de dire, c'est 11 pesticides sur... 11 catégories de pesticides. Voilà, dans ce 11 type. catégories de pesticides. Donc ça, c'est... En soi, c'est rien d'étonnant, hein, par rapport aux analyses sur le reste des masses d'eau à l'échelle régionale, voire nationale. Hein. Et on le voit sur toutes les réserves. Hein. Il y a aussi des suivis, par exemple, sur la réserve de Saint-Denis-du-Perret, réserve naturelle nationale aussi, qui est sur un petit bassin versant qui est déconnecté de systèmes de culture intensive, avec par contre une zone, la commune de Saint-Denis au-dessus, etc. Mais on est dans une réserve où potentiellement on aurait pu se dire qu'on aurait trouvé moins de polluants qu'ailleurs, et malgré tout, sur chaque échantillon, on a le spectre des polluants qui sont présents, et en particulier, c'est vrai que dans notre paysage, c'est beaucoup d'herbicides. Et ça, ça se retranscrit sur la faune, sur la flore, au niveau... Il y a un impact. Est-ce que ça se voit? Ou c'est vraiment quelque chose qui est encore vraiment en dessous de la surface? Oui, quoi. surtout pour rappeler, pour que les téléspectateurs suivent bien, c'est que la baie de l'Aiguillon, c'est aussi une baie nourricière. Hein. On a pas mal d'oiseaux migrateurs qui viennent se poser, manger, et hop, ils repartent. Est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce qu'il y a une dégradation sur la qualité de cette nourriture-là est-ce que vous la constatez? Typiquement, je pense que, pour revenir un peu à l'arrière, au bassin versant, on va avoir en effet, clairement, à partir du moment où vous retrouvez des herbicides dans l'eau, ça va avoir une influence sur toute la végétation aquatique. Et la végétation aquatique, c'est le support des amphibiens, des libellules, etc. Et quand on regarde les rapports qui sont publiés dans le cadre de l'Observatoire du patrimoine naturel qui est piloté par le PNR, on voit que c'est des espèces qui sont en voie d'extinction à l'échelle du Marais Poitevin, avec moi qui suis là que depuis 2 ou 3 ans, je ne connais pas beaucoup de territoires où on a réussi quasiment à faire disparaître des espèces comme la grenouille verte. Vous l'avez déjà constaté, vous, en seulement 3 ans de présence? En 3 ans, oui, non, enfin, à la lecture des rapports qui se basent sur des données plus importantes que ça. On a combien d'espèces protégées sur cette réserve-là? Question piège. On l'avait pas préparé celle-là. Ah non, déjà, on a quasiment une grande part des oiseaux sont protégés, donc vous pouvez en mettre déjà au moins 250. D'accord. Donc, et environ 100 000 oiseaux qui se posent dans leur période migratoire, c'est ça? Ouais, ça peut tourner entre 80 et 100 000. Quoi. D'accord. Donc après, par rapport à la présence de polluants dans la réserve naturelle, donc il y a la phase de constat, et puis il y a la phase derrière de savoir quelles sont les incidences. Parce que c'est bien beau, par exemple, nous, dans les analyses, donc on retrouve énormément d'herbicides, pas mal de catégories d'herbicides. Donc ça, les herbicides, c'est potentiellement, ça peut avoir un impact sur les diatomées, qui sont des petites algues, qui sont vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire, qui vont nourrir le phytoplancton, qui va être filtré par les huîtres, par les moules, mais aussi par tous les coquillages qui vont nourrir les oiseaux dans la baie. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse aussi énormément la profession conchylicole. Hein. J'ai envie de dire, on a vraiment là-dessus un centre d'intérêt commun. Et donc une fois qu'on a constaté qu'on avait ces herbicides, et on a aussi un autre élément qui nous a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est la présence de molluscicides. Donc les petits granulés bleus que vous mettez dans les jardins pour tuer les limaces et les escargots. D'accord. Donc ça, c'est ce qui tue les mollusques. Le problème, c'est que nous, la base de la chaîne alimentaire, toutes les cultures marines qu'on a en baie de l'Aiguillon et en sortie, plus toute la base de notre chaîne alimentaire, les petites palourdes, les petites coques, etc., c'est des mollusques. Et donc tout de suite, ça nous a un petit peu interpellés à se dire, on a tel taux de molluscicides qui arrive dans la baie. Donc les molluscicides, ils sont souvent employés sur des cultures comme le tournesol, parce que les premiers stades du tournesol, la tige ne va pas supporter d'être croquée par les petites limaces de terre, etc. Et donc, une tige qui est croquée, c'est un pied de tournesol qui est mort, quoi. Et globalement, l'origine de la présence de ce produit dans le milieu, c'est essentiellement par rapport à ce type de culture.
Et donc, on a un travail maintenant à faire, d'aller chercher à la fois dans la bibliographie existante, dans les études qui ont déjà été faites, quelle peut être l'incidence de ce taux de molluscicides dans le milieu sur les mollusques. Est-ce que c'est létal ? Est-ce que ça va faire diminuer la croissance ? Ça peut intéresser la conchiliculture. Est-ce que ça va faire baisser le recrutement, c'est-à-dire le nombre de larves viables dans le milieu naturel pour les générations d'après ? Ou est-ce que ça n'a aucune incidence ? Donc là, on en est plus à ce volet-là, à aller se dire, voilà, on a détecté des molécules dans le milieu naturel. Maintenant, il nous faut travailler à la fois avec les universités, les chercheurs, mais aussi le monde conchilicole et agricole pour vraiment mettre un niveau, connaître le niveau d'incidence de ces concentrations dans le milieu naturel. Dernière question sur ces produits chimiques que vous retrouvez, qui sont constatés. Est-ce qu'il y a des traces médicamenteuses dans ce qui a été retrouvé ? Ah bien sûr, oui. Là, j'ai envie de dire, je vous ai parlé de produits qui émanent plutôt de l'agriculture. Mais dans les analyses réalisées, on a aussi des détections d'éléments qui sont plutôt révélateurs de dysfonctionnement de stations d'épuration, avec entre autres les produits médicamenteux qui sont souvent mal filtrés à la sortie des stations. Donc, c'est difficile de juger de l'impact de ces médicaments sur la faune, voire même la flore de la baie, ou vous avez une idée déjà ça les guérit de pas l'impact. en tout cas, ça c'est sûr. je doute du rôle thérapeutique en effet. Mais le souci, c'est que souvent on a sur les études de mise de commercialisation de ces produits, etc., des études qui sont plus liées aux incidences sur l'espèce humaine. Et donc parfois aussi sur le milieu. Après, ça ne va pas forcément suffisamment dans le détail par rapport aux espèces qu'on a chez nous. Et puis peut-être par un manque d'études aussi. Oui, je pense que c'est un manque d'études. Et après, ça représente un volet d'études assez important. Et donc voilà, il y a tout ce travail à réaliser. Et donc, dans une moindre mesure, on va essayer de cibler les éléments qui nous intéressent le plus. Dans vos analyses, c'est à partir de... Il y a une date butoir sur laquelle vous vous êtes dit, à partir de ce moment-là, ça a commencé à partir un peu en cacahuète. Il y a pas de... Vous n'avez pas repéré un point chronologique ou une année en particulier? Non, de toute façon, nous, en termes de recul dans le temps, on n'a pas énormément d'années de suivi. Après, il y a d'autres dispositifs de suivi qui peuvent être pilotés par le conseil départemental, par l'OFB, par d'autres structures, donc des jeux de données qui restent à analyser. Et après, pour nous aussi, c'est aussi d'identifier les pics, les pics d'arrivée, donc qui sont souvent liés aux pics de pluviométrie, parce que c'est l'eau, le vecteur. Et donc voilà, après c'est vrai qu'il y a tout un travail comme ça de se dire, il y a la profession agricole, on connaît leurs contraintes, il y a une dynamique de changement, d'évolution dans cette profession-là aussi, sur l'utilisation d'un certain nombre de produits, que ce soit les produits, les nutriments, azote et autres, et puis les phytosanitaires. Après, ça va jamais assez vite. Mais je pense qu'il y a tout un travail aussi de notre côté à faire, à leur proposer des solutions, et que derrière, que l'État aussi puisse nous suivre sur la mise en place de ces solutions. Par exemple, il y a clairement sur des grandes surfaces drainées, il y a la mise en place de lagunage qui pourrait être intéressant pour nous sur deux facteurs. C'est que ce qui sort d'une pompe de drainage à l'heure actuelle, quand elle se met en route, ça va directement dans le cours d'eau et ça arrive directement dans la baie parce qu'il faut l'évacuer rapidement parce que toutes les pompes arrivent en même temps et donc ça fait un apport d'eau, un volume important. Ouais. Et donc le lagunage aura un intérêt, ce serait à la fois de ralentir ces flux, parce qu'on pourrait stocker l'eau dans des espaces de lagunage à la sortie du dispositif de drainage, et donc on pourrait jouer à la fois sur le quantitatif, qui pour nous est important dans le sens où des quantités très importantes d'eau douce qui arrivent du bassin versant, il faut voir qu'au niveau de la baie de l'Aiguillon, en quelques jours, on peut passer de l'eau de mer, 30 grammes de sel par litre. Une fois qu'on a ouvert les portes de la Sèvre et de l'ensemble des cours d'eau qui se jettent dans la Sèvre, on va passer en quelques jours à 3 grammes. Ah oui. Donc, et donc, on est dans une faune d'estuaire
qui a une capacité à s'adapter à des évolutions de cette salinité. Après, est-ce qu'elle s'adapte à des salinités, des changements aussi brusques, on ne sait pas. Donc voilà, le laguinage permettrait à la fois de jouer ce rôle tampon en termes de quantité, mais aussi avec l'implantation d'un certain nombre de plantes aquatiques qu'on connaît pour avoir des rôles de filtre et de Oui, pour jouer captage la filtration aussi. d'un certain nombre d'éléments, pourrait permettre de rejeter dans le milieu naturel, j'ai envie de dire, des eaux de meilleure qualité, quoi. De jouer un rôle de station d'épuration, hein, comme nous on nous impose à tout particulier de rejeter une eau de bonne qualité dans le milieu. Là, c'est vrai qu'il y a une question qui me semble très importante et dont il faut qu'on en discute avec les professionnels aussi et d'essayer d'avancer sur ces sujets. Et au niveau de la réactivité, est-ce que vous pensez que ça va assez vite? Est-ce que dans 10 ans, on pourra dire oui, bon, ben, ça va, la baie de l'Aiguillon n'a pas trop bougé? Ah bah, je pense qu'à ce stade, non, on va pas assez vite. Après... Parce qu'au rythme où ça va, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Enfin, ça, plus ça. C'est notre constat, hein, nous, au niveau réserve naturelle, c'est qu'on... La réserve naturelle, c'est pas différent des milieux qu'il y a autour, j'ai envie de dire, en termes d'impact. Mais c'est un lieu où, par contre, on a une capacité d'observation. C'est-à-dire, on va faire des suivis, etc., et qu'on est capable de dire ce qui se passe. Et actuellement, dans les réserves naturelles, on est plutôt dans une observation de déclin et de dégradation d'un certain nombre de facteurs. Juste avant de passer au pour ou contre, est-ce que le tourisme a un impact sur les pollutions, on sait que quand il y a forcément une masse de personnes qui se regroupent au même endroit, il y a des incidences sur l'environnement. Est-ce que vous constatez une dégradation ou des pics? On parlait des pics tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pics de pollution quand arrive juin, juillet, août, septembre, la période touristique? Oui, bien sûr. C'est un sujet qui est connu au niveau du fonctionnement des stations d'épuration, hein. C'est vraiment un sujet qui est complexe, hein, pour les collectivités parce que souvent on a des stations d'épuration qui sont plutôt dimensionnées à la population présente annuellement sur la commune et une station, c'est un fonctionnement biologique, hein, aussi avec des systèmes de traitement de l'eau via des bactéries, etc. et que ça réagit pas du tac au tac comme ça. Et souvent la période estivale elle commence en 2 jours. Et qu'on peut multiplier la population d'un territoire en quelques jours et que les stations derrière, en effet, ont parfois du mal à suivre le rythme. Et donc, il y a un impact sur la baie de l'Aiguillon, puisqu'on parle de la baie de l'Aiguillon. On passe tout de suite au pour ou contre. Je vous rappelle le principe du pour ou contre. On vous pose une question et vous ne pouvez malheureusement pour vous que répondre par pour ou contre. Vous avez le droit à un joker. Si vraiment la question est embarrassante. Yannick. Alors, me concernant, 2 de mes 3 questions concernent l'actualité en ce moment, du moment. Pour ou contre un moratoire sur l'utilisation du prosulfocarbe, donc qui fait notamment débat sur l'agglomération rochelaise, du côté de la commune de Mauroy. Faites attention, monsieur Falorni nous regarde. Un pesticide qui est très très volatile. Pour ou contre l'interdiction de toute activité humaine dans la baie, dans la réserve, on va dire. Contre. Pour ou contre le contrôle du taux d'alcoolémie des chasseurs? Pour. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des chasseurs dans la baie. Il y a aussi une activité de chasse. Oui. Alors, il y a un tout petit périmètre qui est potentiellement chassable. C'est lequel? Qui est en haut de la Sèvre. D'accord. Mais pour lequel, en fin de compte, il y a une entente entre le conservatoire et les associations de chasse pour décaler la zone de chasse un petit peu plus haut pour garantir de la quiétude sur la zone de la primauté. D'accord. Donc sinon, sur le reste de la baie, il n'y a pas de chasse. Pas de chasse du tout dans le périmètre de la D'accord. réserve. Très bien. Pour ou contre un nouveau pont du Bro? On en parlait hier. Joker. Joker, sans avis. Alors, pour ou contre l'encadrement par l'OFB des nettoyages citoyens de la baie? Il y a des associations qui se lancent à nettoyer les berges notamment. Pour un encadrement par l'OFB, j'entends. Là, c'est un encadrement OFB LPO. Ouais, dans le cadre de la réserve, c'est même pour nous clairement des outils aussi de sensibilisation, de rencontre du public. Et donc, c'est des événements qui sont intéressants pour ça. Pour ou contre un parc éolien offshore au large de l'île Dorée? Joker, je vois un deuxième du coup. Ah oui, on vous l'accorde. Vous les avez éclusés.
Pour ou contre une motorisation électrique obligatoire pour les professionnels et les particuliers naviguant dans la baie. Ah, je sais la phrase. est longue. Autorisation électrique obligatoire. C'est-à-dire qu'on abandonne en fait le thermique. Et... Bon, contre, dans le sens où pour le moment, je pense qu'on n'a pas les éléments techniques pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. D'accord. Pour ou contre l'utilisation obligatoire de matériaux recyclables pour les exploitations conchilicoles. Pour. Pour ou contre le remplacement des plombs de chasse par des plombs en acier. Pour, mais c'est déjà le cas en partie, et c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de progrès sur ce point de vue-là. Très bien, on parle d'économie parce qu'il y a une économie, on en a un petit peu parlé, il y a des professionnels, il y a une 60aine de professionnels au sein de la baie de l'Aiguillon qui travaillent tous les jours, notamment des ostréiculteurs et des mytiliculteurs. C'est quoi vos rapports avec ces pros-là? Tout va bien ou bon, des fois ça se frite un peu et ils sont pas très contents? Moi, je suis présent donc sur la réserve que depuis 3 ans et je constate que ça marche plutôt bien. On a des... Ils sont sensibles à vos messages en disant attendez, là, il faut faire attention, il y a une biodiversité, il faut pas faire n'importe quoi, ou ils vous disent attendez, on fait ça depuis 200 ans, c'est bon quoi. Non, je pense qu'ils sont sensibles, ils sont sensibles, ils essayent de faire évoluer. Après, nous, on a surtout un contact avec leurs représentants, pas forcément avec chacun d'entre eux, mais globalement, c'est plutôt constructif. Avec, de toute façon, il y a aussi je pense une demande du consommateur d'amélioration des pratiques sur ce genre de choses, comme dans l'agriculture. Et ils en sont bien conscients. Et donc, on voit qu'il y a des expérimentations. On l'a vu, nous, sur la pose, entre autres, par exemple, de filets pour les moules en coton. Et d'aller aussi vers des labels plus qualitatifs, etc. L'utilisation, comme on en parlait tout à l'heure, des huiles végétales dans les moteurs pour éviter la pollution du milieu en cas de rupture de flexible ou autre. Donc il y a une collaboration qui me semble très intéressante. Et puis sur le volet qualité d'eau, clairement on se rejoint. Parce que si nous on a du captage de bivalves, les espèces que mangent les oiseaux dans la réserve, il y a de grandes chances que ça soit aussi très favorable pour leur culture. Et eux, par moment, ont aussi pas forcément la capacité d'expertise ou d'observation de ces différents facteurs dans la réserve. Donc c'est important de collaborer sur ces choses-là. Donc on collabore clairement avec la profession, donc que ça soit la réserve, mais aussi le parc marin sur ces aspects-là. Ils sont inquiets, les professionnels, quand même, sur justement le réchauffement climatique. Est-ce que dans 10 ans, ils pourront toujours être là? À votre avis? Ils sont inquiets, je ne connais pas forcément dans le détail leurs inquiétudes, mais forcément des changements de milieu peuvent forcément faire évoluer les quantités de production, ou alors, là on le voit cette année, le manque d'eau douce arrivant en baie. En gros, les eaux douces vont véhiculer énormément de nutriments qui vont conditionner la croissance des moules, entre autres. Et donc ils le constatent, le fait qu'ils ont des taux de croissance qui sont moins importants cette année, etc. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels on a un intérêt mutuel. Oui. Benoît Duriveau, l'ancien président du syndicat mythilicole des Pertuis bretons, quand il parle de la profession de mythiliculteur, il parle de jardinier de la mer. Est-ce que c'est une image qui vous parle, vous, ça? Oui, parce que... c'est vrai que pour les avoir suivis un petit peu sur des journées de travail et autres, on se rend bien compte que ils sont très dépendants de leur environnement, parce que à la différence de l'agriculture, ils ne sont pas en mesure de réaliser des intrants, d'apporter des matières nutritives dans l'eau pour nourrir les moules. J'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a dans le milieu. C'est l'évolution du milieu naturel qui va conditionner leur production. Et donc, en effet, ils sont très sensibles à ces évolutions-là. Ouais. On va vous laisser reprendre votre arme de service et puis on va parler un peu de braconnage dans la baie cette fois. Est-ce que vous pouvez nous parler du braconnage de la civelle? Est-ce que c'est fréquent sur votre secteur? Donc la civelle, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en effet c'est la larve de l'anguille d'Europe, donc qui était quelque chose de très très courant
dans le temps, hein, on a beaucoup d'histoires où on nourrissait les cochons avec des larves de civelle, etc. C'était vraiment une manne à disposition et qui a été énormément exploitée par les populations habitant le marais. On est maintenant sur une espèce en danger critique d'extinction. Elle est protégée, cette espèce? Elle n'est pas complètement protégée, non. D'accord. Et après, la pêche de la larve, de la civelle, donc le mécanisme, c'est que les anguilles vont aller grandir dans le bassin versant. Au bout de quelques années, donc 6-7 ans, elles vont descendre, donc on appelle ça un amphihalin, c'est-à-dire qu'elles vont passer du milieu doux au milieu salé pour rejoindre la mer, traverser l'Atlantique, en gros prendre le Gulf Stream et aller se reproduire dans la mer des Sargasses au large de la Jamaïque, donc dans la mer des Caraïbes. Et donc c'est une écologie quand même assez particulière. Les larves vont naître en profondeur, on pense, dans le fond de la mer des Sargasses parce que ça n'a jamais été observé. Et ces larves vont être prises par le trajet retour du Gulf Stream pour être plaquées sur les côtes européennes et nord-africaines, où les civelles, ces petites larves, vont monter dans les bassins versants pour grandir. Alors, on parle d'une petite anguille longue de combien à peu près? D'une dizaine de centimètres. D'accord. Voilà. Et donc c'est une espèce qui connaît pas mal de problématiques, hein. Entre autres les ouvrages à la mer, donc sur lesquels Pour les remonter, pour les franchir, c'est ça? Voilà, pour les franchir. Donc là où il y a eu beaucoup de travail, entre autres du PNR, mais aussi des structures gestionnaires de ces ouvrages. On parle d'ascenseurs à civelles, il me semble. Alors il y a des ascenseurs, il y a des ventelles dans les portes, c'est-à-dire des petites ouvertures qui permettent aux civelles de passer en marée montante, etc. Il y a un panel de dispositifs qui sont mis en œuvre. Et donc voilà. Après, malgré tout, on arrive derrière sur un bassin versant, comme on disait, avec souvent des eaux et des milieux naturels d'une qualité qui est très très dégradée, et donc ce qui joue aussi de façon conséquente sur la survie de l'espèce. Je reviens au Moins de braconnage civelles parce que et braconner. Alors, ouais, moins de voilà, civelles et parce que braconner c'est un quand produit même. qui est très recherché, notamment pour mes amis, les amis d'Antoine, les amis asiatiques, qui en sont très friands. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des quotas de pêche tous les ans? Donc il y a un quota de pêche, donc avec chaque pêcheur environ, enfin pour la baie de l'Aiguillon, il y a une quarantaine de bateaux, la partie légale, hein, il y a une quarantaine de bateaux qui ont un quota à peu près de 170 kilos chacun, dont 60% est racheté par l'État, ce qu'on appelle du repeuplement. Donc elles sont Elle va être remise, rachetées et remises dans le milieu naturel. Ça se négocie à combien kilos de civelles? Je sais pas Bon, si c'est entre 250 et 400 euros le kilo. Ah oui, quand au, même. cours, quand même, ouais. au cours officiel, mais au marché Voilà. noir. Ah Donc oui, après, il y a une partie, en effet, Occulte. une partie braconnage, avec une évolution de ce braconnage, donc qui est un braconnage qui est pas tout nouveau, hein, autour de la baie de l'Aiguillon. Et donc ce braconnage, globalement, avant, il concernait plutôt des locaux qui braconnaient des civelles pour leur consommation personnelle ou un peu de revente, etc. Mais donc sur des quantités peut-être un peu plus limitées. Ce braconnage-là a quasi disparu. Et maintenant, on est vraiment sur un braconnage en bande organisée, donc avec des filières organisées de façon internationale, hein, avec des civelles qui sont pêchées donc, essentiellement sur le littoral atlantique français, entre l'estuaire de la Loire et chez nous, et la Gironde, et qui vont partir soit vers l'Espagne, soit vers d'autres destinations, et ensuite qui partent de façon illégale vers l'Asie, où là-bas ils sont utilisés elles sont utilisées en croissance, hein. Ils les font grandir dans des élevages, entre autres. Ça pue le cul, la baleine. Et donc voilà. Et ils les font grandir, mais à quelle destination alors? Parce que La consommation. D'accord. Voilà. Et ils font énormément d'élevage, hein, à la fois de l'anguille du Pacifique, mais aussi on retrouve du coup de l'anguille européenne qui en principe n'a pas à s'y retrouver, dans le sens où elle est protégée par la Convention de Washington et elle ne doit pas sortir de son aire de présence, donc c'est-à-dire d'Europe. Régis Gallet, on arrive au terme de l'émission. Comme vous le savez, je vous l'avais indiqué, vous avez 2 minutes. Vous avez carte blanche, soit pour revenir sur un sujet, peut-être le pont du Bro, peut-être, que l'on aurait évoqué, ou peut-être lancer un message à ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent. Voilà, vous avez 2 minutes, nous on se tait, on vous écoute. Oui, donc moi je vais faire original, je vais revenir sur la biodiversité, ce qui concerne un petit peu mon établissement. Sur la biodiversité, c'est vrai souvent on a tendance à voir la biodiversité dans les espaces protégés, hein, comme les réserves naturelles ou autres parcs nationaux, etc.
Et c'est important de rappeler que globalement, ces surfaces protégées en France, c'est à peine 4% du territoire. Donc si vous prenez 1 hectare, il y a 4 mètres carrés dans le milieu qui correspond aux espaces protégés. Le reste, c'est des activités humaines, de l'agriculture, des zones urbaines, des zones de circulation, des routes, etc. Et que les réserves naturelles, dans cet hectare, ça représente 0,3%, donc 30 cm sur 30 cm. C'est à peu près ce que représentent toutes les réserves naturelles de France à l'échelle du territoire national. Et donc vous vous doutez bien que la biodiversité, si on doit la sauver, c'est peut-être pas dans ces 30 cm sur 30 cm qu'on va réussir à tout sauver. Donc c'est vrai qu'on est certainement très fort, hein, mais malgré tout, je pense qu'on n'a pas tous les leviers. Et donc c'est important, je pense, de travailler, et on a des services au niveau de l'OFB qui travaillent là-dessus, beaucoup avec les collectivités, sur les sciences participatives, impliquer le citoyen, etc. Et ça me semble être important, dans le sens où il y a plein d'autres associations aussi, comme la LPO ou autres, qui vont travailler sur ces thématiques-là. Et ça me semble important que les gens prennent conscience qu'en fin de compte, la biodiversité, c'est aussi dans leur jardin, sur leur trottoir, sur leur toit, sur pas mal de choses qui nous environnent et dont on est responsable. Et globalement, donc voilà, je pense qu'il y a tout un travail de sensibilisation du citoyen qui est important et sur lequel il faut vraiment accentuer nos efforts. On a tous un petit levier. J'ai envie de dire, quand on a un jardin, par exemple, souvent on utilise l'espace où on met la table de camping pour l'été ou le hamac ou autre chose, mais tout le reste du jardin, on l'utilise assez peu. Et au final, on va le tondre intégralement. Et il faut savoir que la tonte, c'est quelque chose, une fois que c'est fait de façon répétée, la tonte va permettre en effet d'avoir le petit gazon anglais qui va être composé d'1 à 2 espèces de graminées. Donc les graminées assez peu intéressantes en termes de pollen, de conservation d'abeilles ou autre. Et que par contre, si on ne fauche qu'à l'automne, on va avoir tendance à diversifier ce cortège d'espèces avec plus de plantes à fleurs naturelles qu'on ne va pas avoir besoin d'acheter au magasin avec des graines, parce qu'on a plein de plantes qui font des très jolies fleurs dans notre nature à nous aussi, sans aller chercher des espèces exotiques. Et que globalement, la gestion de ces espaces-là peut permettre à chacun de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité. Il faut voir qu'un espace non fauché, un espace fauché, vous allez avoir 2-3 espèces de plantes, et que les insectes, ils sont souvent très spécialisés. Donc si vous avez 2 espèces de plantes, vous allez avoir les 4 espèces d'insectes. Si vous avez 50 espèces de plantes, ce qui correspond à un carré qui n'est pas fauché tous les ans, parce qu'on peut rapidement multiplier la diversité des plantes, vous allez avoir une diversité d'insectes qui va être d'autant multipliée. Donc voilà, la plupart des insectes ne piquent pas, ne mordent pas, ne grattent pas, Ils sont pas sont complètement inoffensifs pour nous, et sont plutôt des vecteurs intéressants pour la lutte biologique dans vos jardins, pour un certain nombre de choses. Donc il y a tout ce travail, à mon avis, à développer avec la population. Et c'est vrai que globalement, on s'aperçoit que, pareil, les lichens, un certain nombre d'espèces liées aux lichens aussi qu'on a sur les toits, c'est les produits qu'on a pour nettoyer les tuiles et qu'on pulvérise dessus. C'est un des produits qu'on retrouve le plus aussi dans les eaux, en sortie de stations d'épuration ou autres, ou directement dans les fossés. Donc ça, c'est des produits qui sont vraiment très, très dangereux pour la faune et la flore en général. Donc c'est vrai qu'on comptait vraiment. Enfin, moi, s'il y a vraiment à appuyer sur un point, c'est le fait que chacun peut à son échelle intervenir là-dessus. Et c'est vrai que quand on regarde l'espace, j'ai envie de dire, quand vous enlevez les 4 mètres carrés de l'hectare et toutes les autres activités, on va avoir les pelouses des particuliers qui sont fauchées ou broyées ou tondues 3 ou 4 fois par an. Vous avez les bords de route qui sont fauchés, broyés un certain nombre de fois par an aussi, même si les collectivités commencent à différencier la gestion, mais il y a encore un progrès considérable à faire, dans le sens où toutes les zones ne posent pas des problèmes de sécurité, et toutes les zones pourraient être potentiellement des nids à biodiversité. Et donc après, il y a les espaces agricoles, où la monoculture, en effet, a tendance à... après, on peut comprendre, je peux comprendre la complexité de certaines pratiques.
Après, elles doivent évoluer, mais il y a tous ces espaces interstitiels entre les parcelles, les bandes enherbées, les haies, etc., qui sont des espaces qui actuellement sont aussi traités. Et que ce qui est le plus terrible, c'est que la réglementation ou les conditionnements aux aides agricoles imposent le traitement de ces zones-là, c'est-à-dire le broyage au moins une fois par an, etc. Et que du coup, quand on regarde au final, qu'est-ce qui reste sur nos territoires favorables à la biodiversité, c'est souvent peau de chagrin. Et qu'on a tous notre pierre à l'édifice là-dessus. Et que c'est important parce que dans la nature, souvent, on va regarder le joli papillon, le pan de jour, très, très joli. Après, si on regarde l'écologie du pan de jour, si vous broyez tous vos orties, sa larve ne mange que des orties. Donc vous n'aurez plus ce joli papillon. Si vous voulez des petits oiseaux dans votre arbre, la jolie petite mésange, le petit rouge-gorge, etc., toutes les chenilles, elle va les trouver dans l'herbe, dans les bandes enherbées, sur les haies, etc. Et globalement, c'est marrant parce qu'on a de plus en plus une sensibilité par rapport à un certain nombre d'espèces un peu emblématiques comme ça, mais on ne se soucie pas de qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles survivent. Et globalement, voilà, la plupart des oiseaux, si on veut qu'ils élèvent leurs jeunes, par exemple les perdrix, les faisans, des chasseurs, qui peuvent être que les chasseurs essayent d'entretenir sur les territoires, par exemple, si vous coupez, si vous travaillez pas avec le monde agricole et que vous leur dites pas de conserver ces bandes enherbées, toute l'alimentation des jeunes perdrix, des jeunes faisans, des jeunes alouettes, des jeunes oiseaux va se trouver dans ces bandes enherbées. Et si vous les fauchez, vous êtes à peu près certain que vous avez un élevage, mais vous élevez de la biodiversité, mais vous n'avez plus de frigo. Merci Régis Gallet pour toutes ces informations, en tous les cas, de nous avoir fait un peu mieux découvrir la baie de l'Aiguillon, parce qu'on la voit, mais on la connaît pas, quoi. Faut être clair. Si on veut contacter l'OFB, vous êtes situé où, vous ? Alors nous, on est situé sur la commune de Saint-Radegonde-des-Noyers. Et on peut vous solliciter, on peut téléphoner en disant j'ai repéré ça, j'ai fait ça, il y a ça. Alors on a un site internet avec un mail de contact, il n'y a pas de souci. Il y a aussi les numéros de téléphone. Après, pour le moment, on n'a pas de site d'accueil de public au niveau de la maison de la réserve. Donc c'est pas la peine d'aller à la Sainte-Radegonde. Mais qui sait, peut-être un jour, on y travaille dans le sens là où la sensibilisation du public, je pense que c'est un des axes majeurs de travail pour l'avenir. Merci Régis Gallet, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci messieurs. Merci. Nous on se retrouve. Bon retour au Japon. Ouais. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, passez un très bon week-end et ne fauchez pas. Enfin là, de toute façon, ça va être l'hiver, donc ça va être tranquille, mais laissez vos tondeuses dans le garage au printemps prochain. Merci.